Objectif Cash. Le pressing offensif, ça fait référence à un article qui est paru cet été dans le magazine Capital, un article très positif sur 5 à sec, c'était positif sur 5 à sec bien sûr. C'était notamment axé sur son développement, pas seulement en France mais aussi à l'étranger. Le groupe a été fondé à Marseille en 1968, des petites unités de pressing dans un petit magasin. C'est développé rapidement jusqu'à 2001, toujours avec le même système, par le fondateur qui signait des contrats de licence dans le monde entier. D'abord à Marseille, puis la France, puis l'Europe, puis entre-temps aussi le monde, avec des développements très importants, notamment en Amérique latine, aussi en Asie. Aujourd'hui, il y a presque 2000 magasins. Presque tous les magasins ont été montés en franchise. Entre-temps, il y a une partie qu'on a rachetée. Il y a environ 300 magasins qu'on a achetés auprès de nos franchisés. Ça, c'était vraiment une cible très, très proche et accessible pour nous. On a commencé à faire ça en 2002 avec l'arrivée des fonds d'investissement. C'était donc un milestone qui s'appelait European Acquisition Capital à l'époque. Et depuis 4 ans avec l'équipe de Pierre Decré chez BNG Parcom et Kinvest. Vous connaissez peut-être. Nos cibles sont nos masters, sont nos franchisés, comme je vous ai expliqué, mais également des chaînes concurrentes qui puissent exister, même s'il n'y en a pas énormément de grande taille, mais aussi les indépendants. Il y a beaucoup de cibles déjà dans notre activité sans aller chercher une intégration verticale. La croissance qu'on a fait depuis 10 ans que j'y suis arrivé, on est passé de 15 millions à 100 millions de chiffre d'affaires en propre pour un réseau qui fait globalement 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une belle croissance. Ça nous a valu le Grand Prix 2012 de CF News qu'on a gagné au mois de mai pour la meilleure croissance externe mid-cap à l'international. C'est ça vraiment notre spécialité. Avec des acquisitions qu'on a fait effectivement à nouveau à Marseille, en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier, notamment l'Amérique latine. Il y a un tiers dans notre réseau qui se trouve là-bas. Et les taux de croissance ne sont pas pareils qu'en Europe. Les cycles de vie d'un pressing, tout est à un autre moment bien entendu. C'est très intéressant pour nous. C'est un modèle qu'on aimerait répliquer notamment en Asie, autre zone de croissance plus forte. Bon, j'aimerais bien, ce Grand Prix de CF News a donc récompensé notre pressing qu'on a fait, notre avancement dans le monde du pressing, avec la connaissance qu'on a, l'expérience qu'on a. On a fait, sur ces 10 ans, en moyenne, tous les 3 mois, on a finalisé une acquisition. On a fait une 35 dossiers. Il y a beaucoup d'expérience. Et effectivement, on a réussi à répliquer ce modèle. Et ça nous a vraiment aidé à avancer. Ce modèle, c'est vraiment important dans le monde des acquisitions. Et j'en ai besoin parce qu'avec le pipeline qu'on a toujours, avec les cibles futures, on aimerait bien un jour aussi avoir le prix pour le large cap lors d'un prochain Grand Prix de CM. Ce modèle réplicable, je reviens donc dessus, c'est une bonne nouvelle que ça existe. Et vous allez le lire dans le livre de David. Et tout ce que j'ai lu, il y avait beaucoup de choses que j'ai reconnues. Et moi j'étais content de ça, c'est un bon force. Et toi aussi, sans doute, David, je te vois. Il manquerait un peu qu'il dise, il y a des conneries dans le livre. C'est dans ce livre, oui, c'est très bien fait, David, et ce soir c'est pas trop cher, je viens d'apprendre. Vous auriez tout un copie. Honnêtement, c'est la peine, tout est dedans. La stratégie, l'identification des cibles, les négociations, la finalisation, le closing et l'intégration. Il y a beaucoup, c'est là où il y a une grande importance, vraiment, mais David, l'accent sur l'intégration de ces acquisitions dans le groupe Acclarent. Et c'est là où ça se passe. Mal. Très mal, souvent, très souvent. Les autres étapes, ça se passe
souvent plus ou moins bien, et dans l'intégration, c'est là où vous avez vraiment le problème. David a bien choisi le thème pour son livre. Il y a aussi d'autres choses dedans. On va y trouver tous les B à bas, c'est ça? Le B à bas, pardon. Je ne sais pas le dire en hollandais. Moi non plus. Les EBIT, les EBITDA, les multiples, les ADET net, les valeurs d'entreprise, etc. Tous ces termes sont dedans. Plus dans le processus, les due deals, les conseils pour les négos, les tactiques négo, le montage, les pactes actionnaires, tout cela vous allez retrouver. Moi je ne vais rien dire là-dessus ce soir. Et ce qui est important, et on le comprend en lisant le livre, c'est que tous ces éléments sont effectivement standardisables. On peut les standardiser. Et on a donc ce modèle réplicable n'existe pas. Mais, et c'est là où j'aimerais vous ramener quelques expériences, quelques vécus. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce modèle qui puisse être assez statique. Il y a autre chose qui est beaucoup plus difficile à mobiliser, et vous le savez tous, c'est le facteur humain. C'est là où c'est difficile, intéressant, problématique. Il y a des opportunités, il y a tout dans ce domaine. David en parle beaucoup dans son livre aussi. Moi j'aimerais parler de cet aspect qui n'est pas dans ce modèle républicain, mais qui mérite toute notre attention. Mes mots-clés, j'ai la culture, j'ai la psychologie, j'ai l'éducation, l'équilibre, ou encore l'optimisme, peut-être voir l'arrogance, et j'ai également l'intégration. J'aimerais vous raconter quelques expériences à travers de ces mots. J'espère que je ne vais pas être trop dans la culture, qui dit croissance externe, dit externe, qui dit extérieur, dit qu'on va à l'encontre d'autres cultures. Et forcément, il y aura des appréciations, il y aura des conflits, il y aura des malcompréhensions, on aura tout. Je vous donne quelques exemples en conséquence de la stratégie d'acquisition ou de croissance qu'on a choisie. La première, c'est la plus évidente, c'est l'international, que soudain il faut s'attaquer à d'autres habitudes, il y a d'autres langues, il n'y a plus le CERFA 221 qui fait le modèle standard français, mais il y a autre chose qui est peut-être plus en portrait, qui va être en paysage. Et en format paysage, ça se lit vraiment autrement. Ça, c'est les choses, ça c'est culturel, tout simplement, et puis ça va faire toute une différence. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de mon avantage concurrentiel, je le mets un peu en avant. Oui, ça s'apprend de lire un paysage, je pense qu'il faut aussi avoir un peu de feeling pour ça. Il faut savoir apprécier que ça puisse aussi se faire autrement. Dans l'intégration verticale, quand un fournisseur, qui est peut-être un équipementier, se fait acheter par son client, on a tout de suite des cultures d'entreprises qui sont très différentes. On a la hard de l'équipementier, on a peut-être le soft du vendeur d'automobile. C'est difficile de mettre tout cela ensemble. Il y a peut-être seulement Apple qui réussit à bien mettre la hard et le soft ensemble et bien les intégrer. Sur quelqu'un qui veut s'attaquer à notre segment de marché, peut-être plus dans le luxe, ça peut être des mondes très très différents. C'est là justement j'ai un exemple, quelque chose que je n'ai pas vécu directement, indirectement. J'étais pas dans l'acquisition, mais j'étais dans l'intégration après. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'IKEA et de Habitat. IKEA a décidé un jour de vouloir acheter Habitat pour se positionner aussi sur les segments de marché au-dessus, aussi pour ouvrir cette zone-là avec Ikea plutôt sur la moyenne et puis Habitat au-dessus. Et là, ils se sont attaqués à deux choses à la fois. C'est pas seulement essayer de bien optimiser cette différence de segmentation entre les deux sociétés. Et là, on parlait vraiment de clôture. C'est extrêmement difficile. Et en plus, Habitat était effectivement à vendre, mais il y avait deux parties. Il y avait une partie anglaise et une partie française. Le fondateur d'Habitat, c'était un Anglais qui était francophile. Et lui, il avait tout ça dans lui. Mais ses équipes n'avaient pas ça dans lui. Il y avait une équipe à Londres et une équipe à Paris. Ikea a tout acheté, tout mis ensemble. Et puis,
Déjà, cette partie segmentation est très difficile, mais la partie culturelle de solutionner la guerre de 100 ans par une invasion des Vikings, c'est quand même... On double les problèmes. Ils ont tout essayé, et ils sont très doués chez Ikea, j'habitais aussi d'ailleurs, et ils ont essayé pendant 20 ans, et finalement ils ont décidé de vendre l'entreprise en deux parties, une partie anglaise, une partie française. La partie française est dans de très bonnes mains, la partie anglaise malheureusement elle est en train de se défaire, et ça a été plutôt acheté par un bradeur de pas de porte, malheureusement. La partie française est en bonne main, ça c'est déjà bien pour le futur habitat. Bon, là c'est la consolidation d'un secteur, c'est ce qu'on fait beaucoup. En tant que franchiseur en France, j'ai acheté pas mal de franchisés, tu intègres, et par contre tu vas tomber sur des petites sociétés, des PME, c'est plutôt familial, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes connaissances. L'EBITDA n'est pas toujours ce qu'ils connaissent tout à fait bien. Et j'arrive sur un mot-clé, ce qui est ce que j'appelle l'éducation. Et pour moi, cette personne, vendeur familial, il faut l'éduquer, il faut l'aider à se préparer. Dernier point, sur notre propre état psychologique, et je trouve ça très important. J'ai eu, il y a 10 ans que j'ai commencé à faire des acquisitions. En Norvégien, on était avec Milestone, qui était très bien pour nous. Par contre, on n'avait pas la taille suffisante et pas l'historique suffisant d'avoir facilement des financements bancaires. On portait l'historique de la boîte, qui était difficile les 5 années avant la reprise par Milestone. Et du coup, à chaque fois que j'allais voir les banquiers pour avoir un peu de crédit, c'était catastrophique. Et d'entamer des discussions avec un vendeur sans avoir le financement prêt, ça va vous faire tilter le cœur. C'est possible, mais j'ai vécu, c'est ça qui m'a donné les cheveux. Ouais. Dernière partie, dernier élément, l'intégration, ce qui est l'élément finalement le plus humain. C'est là où vraiment les humains vont vraiment intervenir. Moi, je suis qu'un robot, on va dire comme ça. C'est donc pas la partie, c'est ce qu'on appelle post-acquisition, c'est pas la partie de l'équipe corporate development, mais c'est vraiment l'équipe opérationnelle qui va le faire. Post veut aussi dire qu'on ne peut plus revenir en arrière, ce serait vraiment trop tard. Si l'équipe opérationnelle découvre quelque chose que l'équipe corporate development n'a pas vu, c'est pas terrible. C'est la partie la plus difficile. Statistiquement, c'est là où les choses se passent mal. Et c'est là où la plupart des acquisitions tournent mal. Parce qu'il n'y a pas eu un bon amalgame entre l'équipe corporate development et opérationnelle, etc. Toutes les raisons, explications à nouveau sont dans le livre David. Il y a même des suggestions pour faire mieux, des solutions pour faire mieux. J'aurais voulu rajouter une chose, une statistique que j'ai lue par quelquefois, c'est que le taux de turnover de personnel est double dans des sociétés cibles d'acquisition de croissance externe par rapport à des sociétés normales. Le double, c'est donc très très important et c'est là où on perd tout. L'expérience, le client, où on perd l'esprit de l'entreprise. Très très important de faire gaffe à ça. Un conseil pour terminer, ramenez donc toujours votre équipe opérationnelle si vous allez faire de l'acquisition. Ne le faites pas depuis un petit bureau, pas vraiment sur le terrain, rencontrez les gens et ramenez toujours votre DG, votre PDG avec vous. C'est lui qui doit assumer après. On ne peut pas lui laisser dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Bon, dans la conclusion, on peut donc standardiser son approche, ses méthodes, son analyse, les contrats, les due deals. Et oui, c'est bien, il existe ce modèle réplicable qui est important. Ça, c'est vraiment important. Par contre, comme pour tout, c'est le maillon faible qui va déterminer la force de la chaîne. Et c'est donc, vous avez entendu, à travers des
mes exemples, c'est souvent le facteur humain qui fait que ça casse. Donc, heureusement, j'espère que c'est ça que vous allez retenir. C'est plutôt des propositions et c'est peut-être plutôt l'envers, l'apprentissage que vous devez faire, peut-être, j'espère, de mes petits témoignages. Ça montre bien aussi que le facteur humain est aussi la condition sine qua non pour le succès dans ce monde de l'acquisition et des croissances externes. Objectif Cash.